Sinon, je vais auprès, oui. C'est pas... Oui, alors, oui, en cette fin d'année 2020, le ciel des Antilles est ouvert. On attend plus de 40 000 visiteurs. C'est bon pour le tourisme. C'est bon pour l'économie. C'est bon pour Vielle-Collé et ses hôteliers qui se frottent les mains. Mais est-ce bon pour notre santé? En plein coronavirus, on verra bien. Si ça se passe bien, on ne dira rien. Mais si ça se passe mal, on aura des plaintes. Oui, l'UGTG a déjà fait sa lettre, hein, ça c'est sûr, pour mise en danger d'autrui et pour acte criminel. Oui. Croisons les doigts. Et là, cela ne sera pas bon pour le moral, je vous assure, hein, mesdames, messieurs. Et les migrants haïtiens, avons-nous un problème avec nos frères haïtiens? Et nous vînes si même bateau-là, Martinique, Guadeloupe, Saint-Domingue, on parle de maltraitance. Peut-on parler de maltraitance pour nos frères haïtiens? Mais aussi à Trinidad, pour les migrants, on parle aussi de maltraitance pour les migrants vénézuéliens. Oui. Et on se demande où sont passés les chrétiens. Mais qui veut tuer le BTP? Le coronavirus, l'État, les collectivités, les banquiers. Qui veut tuer le BTP? La violence policière est-elle aussi chez nous? La famille de Jean-Pierre veut que justice soit faite. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche, bon café chaud. Pas de café chololo, mais café chaud. Vous l'aurez compris, nous parlerons de l'actualité de la semaine. Mais c'est pas clair. Et oui. Et pour ce faire, nous aurons certainement Monsieur Éric Jalton en audio, Monsieur Seymour en direct. Seymour, bonjour. Alors bonjour à vous, Monsieur Mandré, téléspectateurs de Canal, et à vous, chers amis du plateau. Et je crois qu'on a René également en visio peut-être. Il y a René s'il nous écoute, hein, René Beauchamp, s'il est avec nous. Oui, j'ai oublié René ici, ouais. Et Raymond Ramaille. Oui, bonjour à tous les amis du plateau, bonjour Monsieur Mandré, bonjour à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe comme ailleurs, et puis bon dimanche à tous. Le grand maître à penser. Oui, bonjour à tous ceux qui nous aiment, à tous ceux qui nous supportent, à tous ceux qui nous regardent, et bientôt café chaud qu'on aura sur ce plateau. Et l'homme de l'opposition. De toutes les oppositions. De toutes les oppositions. Sont-ils prêts, M. Mandré, à affronter l'opposition? Nico Stalik. Pas de souci, bienvenue. Édouard Collet. Et bonjour à tout le monde, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Et l'homme qui monte en flèche, Édouard Collet. Merci, on merci en parle beaucoup. Et puis René, où avec nous, hein? Où avec nous? D'accord. Bon, alors, Éric Jalton, êtes-vous avec nous? On vous entend, Éric? Attendez. Oui. Éric, donc, vous avez fait des propositions au préfet pour les 40 000 visiteurs et pour peut-être éviter une troisième vague de l'épidémie. Hein. Donc, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse du préfet? Nous nous réunissons chaque semaine avec le préfet, l'ARS, le rectorat, les élus, notamment les maires, les présidents de PCI, les représentants de la région et du département. Et les parlementaires, il y a même quelques personnes du monde socio-économique également.
sans doute qu'ils sont également invités, pour faire un point de la situation, nous donner les résultats des différents taux indicateurs d'incidence, en productivité, de positivité, qui indiquent un peu l'évolution de l'épidémie en Guadeloupe. Et ensuite, nous sommes consultés et le préfet donne quelques préconisations, quelques mesures restrictives, ou leur prolongation ou pas, etc. En fonction évidemment des indicateurs en question. Et lors de la dernière réunion, je crois que c'était lundi passé au mardi en tout cas, il y avait pour ma part, les résultats étaient stabilisés, étaient à la baisse, plutôt à la baisse, un peu en plateau. Et compte tenu du vieil adage de venir vaut mieux que guérir, et compte tenu du fait qu'on nous annonçait en même temps l'arrivée d'au moins 40 000 personnes par avion sur le territoire de la Guadeloupe, des touristes essentiellement, mais aussi des gens qui retournent au pays, étudiants ou pas, se ressourcer à l'occasion des fêtes de la Noël et du jour de l'an. Et j'ai dit, attention, hein, parce qu'en France, les chiffres, eux, ont tendance à se stabiliser, voire de remonter, notamment le taux de productivité, le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de personnes positives en pourcentage pour un échantillon de tests donnés. Et actuellement, il est à peu près à 6, 5,9. Et quand on fait le calcul, 6% de 40 000, ça fait à peu près 2400. Et je disais, si 2400 personnes contaminées viennent en Guadeloupe, hein, suivant les indicateurs qu'on a actuellement pour la France hexagonale, ça fait quand même un peu beaucoup. Et que, inéluctablement, y compris par rapport au relâchement qu'il y a pendant ces périodes de fête, en plus, ça risque de donner forcément une augmentation de l'épidémie d'ici janvier. Il ne faut pas être un grand spécialiste pour le comprendre et l'appréhender. Et que dans ces conditions, je demandais au préfet d'anticiper, de prévoir quelques mesures couvre-feu par exemple, hein, pas les jours des fêtes proprement dites, mais entre ces périodes-là, pour compenser un peu cet effet épidémique et ses conséquences sur l'hôpital, l'engorgement, la réanimation, les décès, etc. Et bon, il a dit non, qu'il préfère attendre. Si ça augmente, on va voir. Ok. Et tant que je dis que quand ça augmente, généralement, l'emballement est déjà pris pour freiner. Hein, c'est comme une locomotive qui descend quelque chose de mort. Mais si vous attendez que ça redescende, il est déjà plus tard. Il s'agit de descendre avant que ça freine. Il faut attendre un bon moment. Donc il y a fait une inertie qu'il vaut mieux anticiper. Donc il a dit qu'il préfère attendre. Et voilà, hein, on en est là. Et moi, je préfère prendre à témoin la population. Et je pense qu'inéluctablement, nous aurons une reprise épidémique. Hein. On constate encore, ce qui n'est pas réjouissant, que les contrôles, comme on dit, de tests avant de venir ne sont pas contrôlés forcément ni à l'embarquement ni à l'aéroport. En tout cas, pas systématiquement. Hein. Je ne généralise pas, on avait des reportages, ça serait fait dans quelques vols. Mais il faut être assuré que ce soit véritablement fait systématiquement, méthodiquement, avec les moyens et les ressources humaines et techniques nécessaires. Ce dont je ne suis pas sûr, donc je reste inquiet pour ma part. Je reste très inquiet. Je ne voudrais pas qu'une nouvelle vague puisse gâcher tous les efforts faits par les Guadeloupéens autochtones, je dirais, durant les dernières semaines, et qu'on se retrouve en janvier avec des hôpitaux engorgés. Du triage à faire entre ceux qu'on va chercher à sauver en réanimation et les autres qu'on va laisser mourir parce qu'ils seraient trop un peu vieux ou on aurait décidé de sauver quelque chose. C'est ça la situation et ça existe déjà quelque part dans certaines personnes, on ne le dit pas. Le triage existe pour les jeunes hospitaliers et quand on se situe dans des périodes comme ça où il y a un accroissement de personnes hospitalisées, c'est encore plus évident d'avoir ces situations. Il y a un reportage d'ailleurs sur France le 24 qui vient de sortir où, durant la période de novembre, on était déjà le dernier lit de réanimation. Quand on allait le prendre, il était pas bon. Donc je ne sais pas quelle est devenue cette personne qui devait y aller, etc. Donc on ne doit pas se mettre dans des situations dramatiques, indignes de pays qui se disent civilisés, d'autant que le
bateaux pour qu'une région vienne au secours de l'autre. On est vraiment pénalisé par cette insularité. Donc attention, je lance l'alerte, chacun prend ses responsabilités. L'économie doit pouvoir souffler un peu, c'est vrai, mais c'est pas au détriment de la santé des Guadeloupéens. Pourquoi, monsieur? Oui, merci Éric Jalton. Vous voyez que notre président de Cap Excellence se préoccupe véritablement de la santé des Guadeloupéens. C'est un peu le seul qui se préoccupe véritablement. Hein. Non. Parce qu'on n'entend pas tellement les autres. Hein. Excusez-moi, monsieur Italique. Alors, vous m'avez présenté comme un homme de l'opposition. Oui. C'est très bien ce qui a été dit. Je suis très content de ce que dit Éric Jalton. Vous voyez, c'est-à-dire que Churchill dit vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Ici, on nous dit comme si, bon, on a le choix entre laisser un peu de virus passer pour préserver l'économie. Ben, on aura et le virus et la faillite de l'économie. Bon, ça, on attend cela. Par contre, ça me pose deux questions. La première, vous l'avez dit, où sont les autres élus? Bon, je sais qu'Éric Jalton est porté actuellement par une vague très très forte, parce que comme il a gagné avec deux Abimiens sur 3, donc il a une légitimité populaire du vote qui l'autorise à parler plus fort que les autres sans doute. Et comme il est à la tête de Cap Excellence, qui est le groupement de population extrêmement importante et puissant, et qu'il a été élu à la quasi-unanimité, il a une double légitimité directe et indirecte qui fait qu'il peut parler plus fort. Mais quand même les autres, on l'a clayé quand même. Il y a des députés ici, je pense, il y a des présidents de région, même si on m'a dit qu'ils préfèrent gérer les bus coincés sous les tunnels. Il y a une présidente de département, il y a beaucoup de gens. Nous ne sommes pas en campagne, hein, monsieur. Je ne suis candidat à rien, monsieur. Je suis candidat à rien. Ma liberté, c'est celle-là. Et la deuxième chose, quand est-ce qu'on va s'attaquer au transfert de compétences de la question de la santé ici? Voilà une vraie question. Hein. Il faut, à mon avis, que le Guadeloupéen prenne en main cette affaire de santé qu'il a à la proximité. Ou au moins qu'on codécide avec l'ARS. Qu'on codécide au moins, voyez. Et au mieux que l'agence régionale de santé soit une agence guadeloupéenne de santé, avec un comité scientifique de Guadeloupéens, parce que les Guadeloupéens sont les meilleurs experts de la Guadeloupe. Ça va? Je n'ai pas été trop dans l'opposition? Non, ça vous convient comme ça? Ça va. Je ne sais pas si M. Jalton est en ligne. Hein. Ouais. Non, mais... Oui, c'est-à-dire, on disait, quand est-ce que pour le transfert de compétences... De ces compétences-là. De ces compétences-là. Est-ce que la question est posée? Voilà. Est-ce que la question est posée, finalement, qu'un jour, un homme qui est élu à 2/3 de sa population et qui a autant d'aura populaire et de légitimité indirecte, est-ce que lui, il peut poser la question du transfert de compétences? Oui. Monsieur Jalton. Est-ce que je peux poser la question? Et la question est posée, elle est posée. Hein. Évidemment, nous devons nous initier davantage le pouvoir localement en termes de décision sur des dossiers aussi importants de l'économie, l'éducation, notamment universitaire, la coopération régionale, internationale, avec nos pays voisins, même en matière de sécurité, ça peut être partagé également, hein, localement avec le local. Donc il y a beaucoup de domaines où les choses doivent pouvoir évoluer très rapidement, sans difficulté, hein, et sans remettre en cause notre intégration au sein de la République française. Mais avec un pragmatisme institutionnel, décisionnel, que l'Europe parfois déjà intégré, que nous, lequel nous sommes en retard par rapport à notre République. Hein. Donc voilà, donc, je pense que ces choses doivent évoluer naturellement. Depuis la période où l'indépendance, l'autonomie faisait peur, on est à une période où, au contraire, il faut optimiser, aller à l'échelle où les décisions sont les plus pertinentes pour pouvoir être le plus rapidement opérationnelles. Et l'échelon territorial, quel que soit son niveau, hein,
localement me paraît le plus pertinent pour bon nombre de décisions, notamment en matière sanitaire aussi, hein, la protection de notre territoire, le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, des décisions devraient pouvoir être relevées de nous-mêmes, notamment les pouvoirs qui sont actuellement dévolus à la RS, devraient pouvoir être transférés facilement à l'échelon local. Ok, merci. Oui. Raphaël Non, Espernel, non, mais de toute façon, là, je suis très heureux de dire, j'intègre totalement ce que dit monsieur Éric Gelton, et de même que ce que dit Nico. Hein. C'est vrai que, bon, de toute façon, on verra bien ce qui va se passer après, mais le nettoyage devra être fait hein, dans ce domaine-là. On est confronté à quelque chose qui est d'une projection, c'est même pas une projection, vu le niveau d'exposition dans lequel on se met par rapport à la vulnérabilité sanitaire, c'est quasiment criminel que de prendre une décision comme ça dans l'environnement actuel, d'autant plus qu'on voit qu'en Angleterre, le virus a muté, qu'on ne sait même pas d'où il vient, et que l'Angleterre est coupée de tout le monde. Tous les États européens n'y vont plus. Donc là, il y a un vrai problème. On est en train de s'engager, enfin, on nous a engagés dans quelque chose dans lequel après la sauce reviendra plus chère que la viande, et donc il faudra que chacun prenne effectivement ses responsabilités. Il y a effectivement, posé en termes plus institutionnels, il y a ce qui s'oppose, c'est une logique de territoire et de proximité et d'acteurs de ce territoire, et une logique d'appartenance politique et de ralliement à un grand ensemble. Alors, dans la conception française traditionnelle, on le disait bien, même l'Europe ne comprend pas ce rapport-là, puisqu'on parle de plus en plus de décentralisation, de déconcentration et de rapport au terrain, de rapport au territoire par rapport à ce que j'ai sur l'appartenance. Donc, dans cette confrontation-là, on est en train de mettre, l'État est en train de mettre, le jeu étatique est en train de mettre des rivalités là où il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas effectivement, comme dit Jalto, c'est très très important. On n'est pas dans une question d'indépendance, on n'est pas dans une question d'autonomie ou quoi que ce soit. La question n'est même pas politique, la question est une question de survie. Elle est sanitaire. Il y a des décisions, il y a des réalités qui sont perceptibles par n'importe qui, à n'importe quel niveau il se situe, sur le territoire, le terrain, le terroir, donc au niveau le plus granulaire, c'est perceptible, c'est visible, et puis on a des décisions qui obéissent à des logiques complètement ubuesques, des logiques économiques qui, de toute façon, vont polluer, vont tuer tout le terrain, et donc là, effectivement, il faut que quelqu'un le signale. Je suis très, très heureux que ce soit M. Jalton, parce que je pense qu'il a plus, dans ce contexte-là, il a encore plus de légitimité, comme expliquait un peu Nico, que quiconque. Maintenant, il va falloir quand même que nos élus sachent de qui ils sont élus. Est-ce qu'ils sont élus des territoires, ou est-ce qu'ils défendent leur logique d'appartenance ou leur gagne-pain? Et la question, toutes ces questions-là seront posées. De toute façon, je pense qu'avec le club, on reviendra derrière après. Toutes ces questions-là seront posées après cette catastrophe. C'est l'heure du café chaud. C'est l'heure du café chaud. Ouf, qu'on y aille. Et nous revoilà. Alors, Monsieur Simon, connaissez-vous Raymond Cellini? Raymond Cellini, non, le nom me dit, hein, mais ce n'est pas une personne que je connaissais véritablement. Je crois qu'il était très impliqué dans le monde de la musique, avec à l'époque de l'IDEPS. Mais ce n'est pas, je dirais, une personnalité connue véritablement que je connaissais. Voilà. Et j'ai ouï dire qu'il s'en est allé. Exactement. Bon, c'est un peu la vie, malheureusement. Hein. C'est condoléances à sa famille, à tout le monde. Ses parents, ses enfants. Certainement, comme s'appelle encore Louis, on parlera dans son émission de musique, art et culture. Et Raymond Ramaille. S'agissant de Raymond Cellini, oui. Bon, c'est un personnage que je connais de par le nom. Il est vrai que j'ai côtoyé un petit peu le monde de la musique à l'époque de Debs, de Raymond Cellini, que je n'ai pas côtoyé du tout. Et donc, à ce titre, bon, je connais l'homme de nom, mais sans plus. En tout cas, si s'en est allé, je suppose qu'il a eu quelques soucis de santé et condoléances à sa famille. Alors, je ne le connais pas, enfin, juste comme ça, c'est quand même ma génération, mais je me suis intéressé à ça dans les années 90, je crois, par là. On avait fait une petite approche.
C'est parce que quand on a basculé, quand la Guadeloupe est vraiment rentrée dans une certaine modernité, notamment dans les CD, c'est une génération, c'est un modèle économique, c'est un modèle technologique, c'est pareil qu'Henri Debs, c'est la Sodelec, c'est Lini et compagnie, qui n'a pas compris le passage à la modernité de la musique et qui ont disparu sauvagement, brutalement, alors même qu'à leur époque, ils étaient des papes dans leur domaine. On est arrivé, je me rappelle, c'était du temps de XOR, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce magasin, un truc comme ça. On est arrivé dans ces années-là, c'était pareil dans d'autres domaines. On est arrivé à un changement, il y a eu un changement technologique, il y a eu un changement de modèle, il y a eu un changement de public, il y a eu un changement d'un tas de choses. Ils n'ont pas compris le passage des anciens vinyles, des trucs comme ça, au CD, et puis plus tard, après, à la cassette et des machins comme ça. Ils sont restés encastrés dans leur modèle antérieur et ils ont eu du mal à s'adapter. Donc, à ce titre, on s'était intéressé à ça, au niveau d'une étude à l'époque socio-culturelle, justement, déjà, sur les modèles, le choc entre les modèles de développement, justement. Et à ce titre, on s'était intéressé. Mais bon, bien sûr, c'était un grand homme dans une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais salut et force à sa famille. Nico Italique. Oui, c'est-à-dire que ce que je sais, c'est rien de plus que ce que dit Raphaël. Mais je le dirais comme Darwin le dit. Darwin dit qu'il y a deux choses. Il y a adaptation to coloration et survival of the fittest. C'est-à-dire que pour pouvoir survivre et continuer, il faut s'adapter au milieu ambiant et c'est mieux adapté que survivre. L'industrie musicale, c'est ça. Il n'y a pas de pitié pour les canards boiteux et pour ceux qui loupent le coche. Il y a une mutation technologique auquel il faut... Et comme d'ailleurs maintenant. Maintenant, il y a une rupture terrible dans l'industrie discographique qui est maintenant une affaire perso. C'est-à-dire que c'est fini, Turner Morton, c'est terminé. Si tu n'es pas chez toi à faire toi-même tes bidouillages et tu ne connais pas l'Internet et le réseau et 10 heures, tu pars dans le coup. Hein. Et c'est ce qui arrive. Ça devrait nous interpeller sur notre capacité à anticiper, à voir ce qui se passe devant nous. C'est-à-dire que demain, c'est toujours aujourd'hui. Demain, c'est toujours aujourd'hui. Vous pouvez la répéter, je vous concède bien aisément ce slogan pour une campagne électorale. Je ne le connaissais pas. Demain, c'est toujours aujourd'hui. Et paix à son âme. Bien dit, c'est bien dit. Oui. Alors, René Beauchamp, ou pas dormi, ou avec nous? Nous battons vous. Ah, qu'à écouter ça, hein? Oui. Alors, nous avons dit de Timothy, Mora et Céline, mais là, nous avons là véritablement, c'est Adam qui a coronavirus là, puis il va partir tout avec nous, hein, parce que les gens là, il est là, parce qu'il a augmenté en France. Et aussi, il paraît qu'il y a un vague qui a mené en Guadeloupe, alors, nous avons marisika, quoi, pour. Puis pas propager. C'est nous qui j'en vrai ça. Ouais, il faut nous apprendre pas Marésica qui prend responsabilité en nous de temps en temps. C'est bon ça. Deuxième problème, moi je crois que ça, Eric Jalton dit parfaitement correct. Hein, celle du temps qui est en merde, ça c'est des vrais qu'on est obligé de demander au préfet, est-ce qu'elle ne peut pas faire? Alors que ces boucles-là, ça c'est des boucles qui sont au sol, en dehors de réalité. Et que nous, en principe, nous avons réalité et nous maîtrisons normalement la réalité là ça. Alors est-ce qu'elle nous pas mettre tous les moyens nécessaires pour bien maîtriser la réalité là ça et imposer autorité en nous côté là ça clair et ça net hein. Tous les pays qui sont autour de nous ils aussi ils ont vivre le tourisme hein. Pourtant ils ont maîtriser le tourisme qui vient à Kazayo et ils n'ont pas laissé les touristes débarquer à Kazayo et en masse etc hein, quel que soit là ils dit. Pourquoi regarder tous les pays de la Caraïbe là, Barbade font un premier essai avait évité à reprise à les croisières et arrêter ça tout de suite parce que ouais, ça quand même. C'est des gens qui nous maîtrisent. Or, en Guadeloupe, nous quand même ni suffisamment de gens qui au niveau politique, qui au niveau intelligence, qui au niveau connaissance technique et tout ça, pour nous mettre en place déjà une sorte de comité directeur à les questions là ça, scientifiques, techniques, politiques, etc., de telle façon que nous sommes capables de
cadrer réalité en nous et prendre un certain nombre de mesures qu'il y a réalité en nous. Donc ça a posé problème effectivement à la responsabilité guadeloupéenne et à la vie en moins. Ces problèmes-là, ça qui est particulièrement grave. Tout le temps, nous qui a subi des décisions qui ne prennent pas d'autres et que nous pas agir nous-mêmes, eh bien, nous qui trouvons-nous dans des situations comme ça où nous qui disons merde, est-ce que ça peut rapporter nous plus mauvais qui ça a bon. Alors, en bien voulu tendre les questions d'ordre économique ou autre, mais à dit que le tourisme a passé à l'économie à la Guadeloupe. La Guadeloupe n'a une économie qui a besoin en partie qu'il y ait pour y développer des hommes et des femmes qui sont suffisamment solides du point de vue de la santé et tout ça pour y permettre le développement là ça. Et que questions à la santé en pays en nous sont questions fondamentales. Si vous regardez l'histoire de Covid en Guadeloupe, même s'il coûte, vous rendez-vous compte que nous subissons un premier confinement à un moment où nous pas été obligés de trouver nous en confinement, mais il faut faire imitation à ça qui a passé de l'autre côté là, d'avoir nous pas nous qu'à maîtriser rien, que vous a dit nous, mais c'est ça pour faire. Parce que yo décidé ça pour yo, donc c'est bon pour nous aussi, même si dans les fonds, ça n'a pas été bon pour nous. Et nous avons constaté qu'à l'heure actuelle où nous avons une nécessité à maîtriser bien cette situation-là, de façon à ne pas aggraver toute situation économique et sociale en nous, eh bien, nous pas du tout en main ces questions-là, ça. Et c'est d'autres cas pour faire ou qu'à mettre en place un certain nombre d'habitants. Réponse à préférer d'ailleurs, Eric Jalton, son réponse qui est inadmissible. Et qui est vrai après, selon gens, ça a évolué. Ça veut dire nous bon pour prendre tout ça, nous, pour nous. Et après ça, ils peuvent faire expérimentation, les têtes en nous. Oui. Voilà. Merci, René. Édouard Collet. Alors, je suis tout à fait, je partage totalement le point de vue de René que je salue, et d'autant ceux d'Éric Jalton et les commentaires qui lui ont succédé et qui sont à bonne destination. Je m'interpelle à plus d'un titre. Quelle est la raison qui pousse une autorité préfectorale à quand même, bon Dieu, à décider dans une situation aussi critique, aussi cataclysmique dans laquelle nous sommes, où il est question de santé publique, où il y a un aléa qui fait que nous ne savons pas les conséquences de cette décision d'ouvrir nos frontières, que ce soit pour nos propres compatriotes, mais dans cette condition-là, je suis interpellé, et gravement interpellé, et je suis très inquiet. L'intérêt économique, mais malheureusement c'est ce qui s'est passé, c'est un jugement de Salomon. On a préféré dire, bon, écoutez, l'intérêt économique va primer sur la santé des Guadeloupéens. Parce que ce gouvernement a toujours voulu, et d'ailleurs ça s'est vu, dans l'arsenal sanitaire qui a été mis en place, on a toujours préféré justement donner une aisance au monde économique. Je peux m'en satisfaire à quelques égards, mais quand même, lorsqu'il s'agit d'une situation aussi aléatoire, avec des reprises, des rebonds épidémiques tels que nous avons connus, première vague, deuxième vague, troisième vague d'ailleurs, je pense qu'on y sera d'ici le mois de janvier, et c'est une économie qui risque encore d'en pâtir. Moi je pense à toutes ces personnes qui vivent de l'hôtellerie, ces personnes qui y travaillent, ces salariés, ces pères et mères de famille, qui seront en contact avec ces personnes. Je veux bien que la Guadeloupe puisse être offerte, mais ouvrir la Guadeloupe ainsi, dans ces conditions-là, m'interpelle, et je crois que je rejoins René totalement dessus. Presque, je dirais, un peu le va-te-laver que M. le Préfet répond à Éric Jalton, c'est un peu anormal et c'est un peu malsain. De pouvoir répondre, oui, mais j'attends une reprise épidémique pour prendre des mesures. Moi, je demande justement dans l'arsenal sanitaire qu'on intègre le principe de précaution. Il faut pouvoir l'intégrer. Et nos élus, en dehors d'Éric Jalton, mais je leur demande, c'est très beau de pouvoir convoquer des CTAP sur toutes diverses questions de la Guadeloupe, mais le problème sanitaire, il est dantesque et appelle et convoque une mobilisation tout azimut des élus guadeloupéens. Et moi, je suis véritablement inquiet. On va réouvrir les universités, on veut forcer tout le monde à reprendre le travail dans une condition dans laquelle on n'a pas de visibilité. Et moi, je regarde, on préfère laisser les grandes distributions ouvertes
Et on ferme les restaurants, on ferme certains bars. Vous pensez que, M. Mandré, dans les grandes distributions, je ne cours pas plus de risques d'être contaminé, d'être cas contact que dans un restaurant qui serait à la limite ouvert sur un espace public? J'entends qu'en France métropolitaine, on interdit aux citoyens, aux administrés, de pouvoir faire du ski. Donc on vous interdit un certain loisir. Et on vous autorise le loisir de pouvoir transporter, d'être un cas possible, potentiel de Covid et de venir en Guadeloupe. La Guadeloupe a essayé quand même d'être protégée plus ou moins. En tout cas, nous avons malheureusement des morts, nous recensons des morts quand même, mais nous n'avons pas véritablement le taux que la France hexagonale ait connu, toute proportion gardée cependant, mais le risque, il est trop sérieux, il est avéré, il est là pour que nous puissions justement décider sur une ligne de crête. Finalement, je sacrifie la santé des Guadeloupéens, mais je préfère l'économie. Je veux bien, moi, M. Mandré, mais quand même, il faut que nous arrêtions de croire que justement, sous couvert de notre situation, de notre postulat à être ce que nous sommes, des zones de relégation, eh bien qu'on décide tout simplement que nous soyons les fantassins de cette guerre-là. Non, pas du tout. Je suis très agacé et malheureux. Il faut que nos élus puissent justement prendre cette situation à bras le corps. Ce que le préfet a fait est grave, est trop grave. Cette décision, elle est attentatoire à la santé des Guadeloupéens. Et là, il y aura des conséquences juridiques, pénales donc, à prendre. Nous devons prendre nos dispositions. On ne peut pas laisser une situation comme celle-là nous exploser à la figure et on dira, on verra après ce qui se passe. Je compterai les morts après. C'est ce qui se passe en ce moment, sous nos yeux, là. Et bon, Marie. Alors, moi, je ne suis pas particulièrement inquiet. Je suis plutôt vigilant. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on a des lendemains incertains. Par rapport au coronavirus, je parle. C'est une épidémie qu'on ne connaît pas, qu'on commence à connaître. On a vu dans certains pays où il n'y a pas eu une évolution rapide. Je reprends le cas de l'Allemagne, qu'on cite souvent en référence, et qui aujourd'hui connaît une montée en puissance de la maladie. Cependant, aujourd'hui, il y a quand même l'espoir, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il y a des vaccins qui vont arriver, qui seront commercialisés. C'est quand même un espoir, au lieu de ne rien avoir, c'est quand même pas tout à fait l'inconnu aujourd'hui par rapport à il y a un an. Aujourd'hui, on a cet espoir. Maintenant, il y a l'économie de côté, il y a la santé de l'autre. Comme beaucoup de responsables disent, il faut aujourd'hui vivre avec le corona. En Guadeloupe, on a pu tenir, il y a eu confinement, c'est vrai, on a tenu parce que l'État s'est investi considérablement pour soutenir les personnes qui ne travaillaient pas, pour soutenir l'économie, pour soutenir les salariés. Aujourd'hui, on a vu dernièrement la montée en puissance des Martiniquais qui sont devenus confinés, alors que nous, on était libres, alors on sortait d'une phase assez compliquée. Et lorsqu'on sortait de la phase compliquée, la France est rentrée dans la phase compliquée. Ce qui a valu le confinement et en même temps la Martinique. Et on a vu cette levée de bouclier des Martiniquais qui dit comment se fait-il qu'en Guadeloupe il y a plus de morts et ils ne sont pas confinés et nous sommes confinés en Martinique. On a vu que ce déséquilibre, ça crée des tensions. Maintenant, pour ce qui concerne la situation, je ne pense pas qu'on les élus, le préfet, l'ARS, nous sommes dans un système avec ses failles, avec ses bonnes choses, ses mauvaises choses, ses mauvaises décisions et les bonnes décisions de gestion. Mais globalement, je ne peux pas dire qu'en France, donc en Guadeloupe, qu'il y a eu dérapage de la situation sanitaire. En Guadeloupe, pour rester en Guadeloupe, on a vu des gens monter au créneau pour dire toutes sortes de choses, qu'on va attaquer l'ARS, qu'on va attaquer le préfet, et que pratiquement tous les Guadeloupéens vont mourir. Il y a peut-être 2 ou 3 mois de cela. Nous sommes encore là. Hein. Nous ne sommes pas plus atteints que les autres. Parfois même moins atteints que d'autres. Je ne peux pas être toujours pessimiste
dans l'avenir du pays, l'avenir de l'humanité, l'avenir scientifique, l'avenir économique et sanitaire du pays. Je ne suis pas particulièrement... Nous sommes des hommes, c'est pour affronter les difficultés, pour gagner. Et c'est ce qui fait la valeur de l'homme, c'est de pouvoir surmonter les difficultés avec succès. Moi, je ne suis pas là à pleurer. Mais si demain je dois mourir du corona, je mourrai, mais il y a les autres qui vont prendre le relais et qui vont convaincre et battre le corona. Pourquoi faut-il toujours pleurer? Pourquoi faut-il toujours être pessimiste? Pourquoi faut-il voir toujours le verre à moitié vide? Moi, je le vois toujours à moitié rempli. Et ma foi, compte tenu de l'expérience de ma vie, je m'en suis plutôt bien sorti. Alors moi, je conseillerais à tout le monde de plutôt voir le verre à moitié rempli que de voir le verre à moitié vide. Et pour s'agissant des élus, on parle des élus, M. Éric Jalton l'a dit, le préfet ne prend aucune décision seul, même si c'est lui qui a le dernier mot. Le préfet, et on a entendu M. Jalton le dire tout à l'heure là, tous les élus étaient conviés, les maires, les présidents de PCI, les parlementaires, tout le monde était convoqué. Et il y a une décision de prise, aucun maire n'est monté au créneau pour dire que le préfet a mal fait. M. Jalton a donné son avis, c'est très bien. Les autres juges que ce n'est pas la peine de donner leur avis parce qu'ils cautionnent la situation sanitaire du pays et les décisions qui ont été prises, parce que ça a été pris ensemble, je ne vois pas pourquoi ils vont monter au créneau plus que d'autres. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église tous les jours, et moi j'y vais très rarement, que vous êtes plus en mesure que moi. Alors, moi, j'estime que la situation, c'est une situation maîtrisable et que je ne vois pas de dérapage insurmontable et incontrôlable après la vague de touristes qu'on aura ici pour donner une bouffée d'oxygène à l'économie et sans pour cela contraindre à la santé des Guadeloupéens. Monsieur Simon. Bon, moi je vais... Moi, cette affaire-là, ça me prend la tête. Oui, franchement, est-ce que je peux quitter l'émission? Est-ce qu'on peut savoir la semaine prochaine? Voilà, ça me prend la tête. Parce que, vous savez, quand vraiment... c'est vrai, quand j'écoute un peu partout les uns et les autres, est-ce qu'on peut quitter l'émission? Quand on regarde véritablement cette pandémie, parce que c'en est une, c'est une affaire qui n'est pas contrôlée. On voit au niveau mondial qu'est-ce que ça donne. Il n'y a pas un pays qui se dit on ne sait pas quoi faire. Le phénomène, je dirais, est à la fois dans son évolution et de ses conséquences, un phénomène qui, ça bouge, c'est versatile. Voyez-vous, on n'a pas de... Qui a le monopole en matière de souffrance, ce que ressentent les Guadeloupéens, qui a le monopole en matière de solution? Personne, on ne sait pas, voyez-vous. En France hexagonale, dans le monde, il y a fortiori chez nous. Alors ici, il y a concernant les touristes qui arrivent, que l'on soit inquiet, on soit préoccupé, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est normal parce que, bon, c'est un phénomène qui n'est pas maîtrisé, on ne sait pas. Voilà. Mais de l'autre côté, on peut s'interroger quant aux mesures qui sont prises. Moi, je crois savoir, je l'ai entendu dire, que lorsque les gens partent d'où ils viennent, enfin, ils arrivent, ils ont un protocole. Il y a un dispositif de contrôle, c'est ça, d'analyse, de contrôle qui est fait avant de partir. Avec beaucoup de trous dans la raquette. Oui, peu importe. Ouais, voilà. Non, c'est pas peu importe. D'accord. Il y a beaucoup de trous dans la raquette, c'est vrai. Il y a de la raquette. Bon, en tout cas, il y a eh bien, nous devons nous mettre à l'aéroport pour contrôler. Voilà, il y a un dispositif de contrôle qui est fait, le protocole, et après 7 jours, je crois, c'est 7 jours, vous arrivez ici, vous êtes contrôlé. Donc, on peut dire qu'il y a un minimum là-dessus. Et puis, d'autre part, il y a la situation en Guadeloupe, la situation économique est catastrophique. On ne doit pas prioriser, bien entendu, l'économie par rapport à la santé, mais je crois savoir aussi de mon analyse, ma façon de voir les choses, c'est que la santé, l'économie est quelque part déterminant par rapport à la santé. Si vous avez une économie, les gens ne travaillent pas, les gens sont aux abois, ils sont chez eux, ils sont confinés, peut-être à mon cas pété, mais vite, il y a que viennent voler. Donc il y a quelque part un curseur à positionner, c'est le terme que j'emploie, en termes de décisionnel, qui est difficile à poser, difficile à placer. Lorsque on dit pas de mouvement, bloque l'entrée de la Guadeloupe, on oublie tous les protocoles, personne n'entre. Qu'est-ce qu'on va dire?
eh bien, pas de travail bien rapide. Quand on met un dispositif, on dit oui, mais non, il faut pas que les gens entrent. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Personne aussi. Voyez-vous, c'est ça le gros problème. Et puis d'autre part, concernant ce fameux principe de subsidiarité évoqué au début, il faut que les décisions soient prises chez nous, chez les maires, les EPCI, etc. Ce serait une très bonne chose. L'idéal, c'est ça. C'est que l'on puisse prendre les décisions chez nous. Ça, c'est l'idéal. Mais il y a une réalité. Nous avons cette fameuse réalité de l'eau. N'en parlons pas. Nous avons aussi tout ce qui s'est passé depuis longtemps avec la fermeture des usines qu'on a laissé. Bon, il y a des ferrailles qu'on a laissées un peu partout. Mais millions de laissés, il y en a, c'est moi qui vais tirer. Bon, on a aussi l'exemple, aussi d'autres exemples même. C'est une bonne chose. Je parle souvent de ça, la question de l'évaluation des réformes foncières. Tout est lié en Guadeloupe. Il n'y a rien d'indépendant. Tout est interconnecté. Mais j'insiste sur une chose, que personne n'a véritablement la solution concernant ce fameux virus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir la Guadeloupe dans ce contexte qui est un contexte difficile où on ne maîtrise pas le phénomène, que ce soit en France, en Allemagne, en Chine, on ne maîtrise. Mais nous nous présentons en Guadeloupe comme étant ceux qui ont le monopole du cœur et le monopole de la solution. Mais on a apporté des solutions, Jean, rapidement, on a apporté des solutions. Je ne dis pas qu'on doit fermer les yeux. Il faut une société civile qui assure une veille. Mais non, on n'a pas besoin d'une société civile, Jean. Non, la société civile, c'est nous. Mais non, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut qu'on fasse ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais ne pas se présenter comme étant ceux qui tiennent la solution de tout. C'est le café chaud. Café avec un peu d'alcool. Mais en tout cas, je crois que la position de Richaldon, c'est une position, oui. Elle est bonne, oui. C'est une position qu'il faut saluer. C'est normal qu'un élu puisse s'exprimer. Mais il n'est pas le seul à poser cette Mais il n'est pas le seul à se voir. Non, il est seul. Non, il est seul. Mais à l'Assemblée, mettez-le à Nous arrivons, messieurs, il n'est pas le seul. deuxième pause café. Complot, Allez, deuxième pause café, oui. Allez. Oui. Bon, ouais, pour ce café.